Très ravi de vous retrouver pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité économique. Nous démarrons bien sûr avec un aperçu du menu. Les infrastructures routières du Sénégal seront bientôt améliorées. C'est grâce à un financement de la BAD. Bientôt un satellite de télécommunications commun pour les pays de l'Afrique de l'Est. Il vise à améliorer la qualité de service et une baisse des coûts. Enfin, nous allons nous intéresser au classement 2018 des pays les plus chers pour les expatriés. Le Sénégal va bénéficier d'un financement de 98,2 millions de dollars de la part de la Banque africaine de développement. Ce fonds est destiné à l'amélioration des infrastructures routières dans le pays. 98,2 millions de dollars US, c'est la somme que la Banque africaine de développement entend décaisser au profit de l'État du Sénégal. Il s'agit d'un nouveau financement devant servir à la réalisation d'un projet de réaménagement des 172 km de l'axe routier Sénoba-Ziguinchor-Mpac, ainsi qu'au désenclavement de la zone méridionale du Sénégal. Avec ce financement, près de 165 km de routes départementales, de pistes rurales de désenclavement et de voiries urbaines devraient également être réhabilitées ou construites. L'objet visé par les autorités sénégalaises est de réduire les coûts de transport, les points de contrôle douaniers ainsi que le délai de prise en charge des personnes victimes des accidents de la route. Le présent projet permettra aussi d'augmenter la capacité de transformation des produits agricoles et d'améliorer l'accessibilité et les conditions de vie des populations alentours. Notons qu'en dehors de la Banque africaine de développement, d'autres organismes tels que la Banque européenne d'investissement, l'Union européenne et le gouvernement sénégalais vont contribuer à la concrétisation du dit projet, dont le coût total est estimé à 197,5 millions de dollars. Les chefs d'État d'Afrique de l'Est entendent unir leurs forces pour lancer un satellite commun dans la sous-région. À travers cette collaboration, les pays de l'Afrique de l'Est voudraient améliorer la couverture de leurs territoires respectifs en services télécom. Ceci pour rompre avec la fibre optique sous-marine qu'ils jugent beaucoup trop chère à déployer partout sur le territoire national et sujette à de nombreux incidents. Ainsi, les pays comme l'Ouganda et le Rwanda voient dans le satellite un meilleur moyen d'atteindre plus efficacement les zones les plus reculées de leur territoire. Il faut le dire, ce projet de satellite commun de l'Afrique de l'Est est similaire à celui du réseau télécom unique lancé en décembre 2014 par le Rwanda, le Kenya, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Il permettra une amélioration de la qualité de service et une chute des coûts entre les pays membres de la sous-région est-africaine. Un mot à présent sur le nouveau rapport sur la cherté de la vie. Ce rapport rendu public par l'entreprise américaine Mercer prend en compte 209 villes à travers le monde, dont 42 africaines, et dresse un classement des villes où le coût de la vie est le plus élevé pour les expatriés. Dans son rapport 2018 sur la cherté de la vie, l'entreprise américaine Mercer révèle que la ville la plus chère pour les expatriés sur le continent africain est Luanda. Cette ville occupe désormais la 6e place mondiale contre la première place en 2017. Selon les experts, cette performance s'explique par une baisse du marché de l'immobilier dans la capitale angolaise d'une part et une forte dépréciation du kwanza par rapport au dollar d'autre part. Luanda cède donc sa place à Hong Kong qui monte d'une marche sur le podium alors qu'elle occupait la 2e place dans l'édition 2017 du classement. Deuxième ville africaine la plus chère en 2018, N'Djamena. La capitale tchadienne occupe en effet la 8e place du classement et porte donc à 2 le nombre de villes africaines dans le top 10 mondial. En dehors de Luanda et de N'Djamena, 8 autres capitales africaines se classent dans le top 50 mondial du classement. Il s'agit de Libreville 18e, Victoria 21e, Abidjan 24e, Kinshasa 37e,
Lagos 42e, Yaoundé 43e et Bangui 48e. Un classement que le cabinet Mercer a effectué en se basant sur plusieurs critères comme le coût du transport, du logement, de la nourriture, de l'habillement, des loisirs et des appareils ménagers dans les villes étudiées. Au total, 209 villes à travers le monde ont été étudiées, dont 42 africaines. Et ce sera tout pour la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est juste après une petite pause. Une pause qui nous permet de retrouver notre chroniqueur Kazimar Pedjor. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'énergie verte sur le continent africain. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est l'énergie verte? Merci Inès. Il faut déjà dire que on n'entend pas énergie verte, toute source. Enfin, énergie verte ou énergie propre, c'est toute source d'énergie dont l'exploitation provoque moins donc de polluants pour l'environnement. Et à titre d'exemple, on peut citer donc l'énergie géothermique, l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, opposée donc désormais aux centrales thermiques à fossiles, c'est-à-dire les centrales de production d'électricité à base du gazole ou bien du fioul que nous avons très souvent dans les pays africains. Il faut également dire à titre d'exemple que nous avons en termes donc d'énergie verte, nous avons le transport de marchandises à base donc des chameaux, comme on le voit dans certains pays africains comme le Niger, comme le Burkina Faso, la Mauritanie et bien d'autres, opposés donc à des camions qui transportent des marchandises. La différence ici, c'est que par rapport donc à l'énergie, aux moyens pouvant permettre aujourd'hui d'aller à l'énergie verte, nous avons moins d'efficacité en termes donc de ce transport-là que par rapport donc aux mesures conventionnelles. Et donc voilà un peu ce qui sous-entend donc la production ou du moins la politique des pays africains à aller vers cette forme d'énergie, et ceci forcément pour pouvoir corriger un certain nombre de disparités, un certain nombre donc d'entorses que l'homme est en train d'exercer sur la nature et qui aujourd'hui a d'énormes conséquences, surtout pour l'Afrique. Il faut dire que l'Afrique aujourd'hui est ce continent où les catastrophes viendront de plus en plus, car la destruction donc de la couche d'ozone est en train de provoquer d'énormes difficultés, et les partenaires techniques et financiers recommandent donc l'usage des énergies renouvelables pour véritablement faire de la production économique. Alors on constate un regain d'intérêt à cette forme d'énergie de la part de la France. Pourquoi ? C'est vrai Inès, il faut dire que la France se positionne beaucoup plus sur le continent en termes de partenaires pouvant permettre aux pays africains de pouvoir disposer de cette énergie, tout simplement parce que après la COP 21, surtout avec la volonté, l'engagement de la présidente de la COP 21, Ségolène Royal, a véritablement donné au continent africain une certaine récompense en termes donc de compensation aux différents affronts causés à la nature. Les Français ont beaucoup plus œuvré pour véritablement développer les initiatives. Beaucoup de projets ont été conçus par le partenaire français pour véritablement accompagner donc certains pays africains qui optent beaucoup plus pour cette forme donc de méthodologie pouvant permettre donc de concilier l'économie et la rentabilité sur le continent. Et donc la France se positionne beaucoup plus comme le premier partenaire du continent africain en termes de reprise donc des questions de l'environnement, car véritablement la question de dégradation de l'environnement au niveau du continent africain de plus en plus laisse beaucoup d'observateurs, surtout de scientifiques, sur leur faim, et la France aujourd'hui veut corriger cette disparité-là. Alors en Afrique, quels sont les pays éligibles à ce genre de projet ? Alors, il faut dire qu'après donc, la COP 21, 13 pays ont été donc éligibles, ont été donc reconnus comme des pays présentant des atouts naturels, mais aussi un engagement politique à aller vers ces énergies-là. Il faut déjà citer, entre autres, les pays du Maghreb, tels que le Maroc, l'Égypte, l'Algérie. Et au-delà de ça, nous avons également des pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal et bien d'autres qui ont véritablement manifesté leur envie d'aller. Alors, depuis janvier 2018, avec l'engagement ferme donc, de la présidente Ségolène Royal, la présidente de la COP 21, beaucoup d'autres pays ont manifesté également l'intérêt
intérêt à aller donc vers ces énergies-là. Et aujourd'hui, il y a une dizaine de pays qui ont été ajoutés aux 13 du départ pour porter donc le nombre à 26 pays africains qui sont véritablement décidés à s'offrir donc cette aisance en termes donc de relance de la question de l'environnement. Et donc aujourd'hui, la présidente de la COP 21 et la France sont en train de tendre la main à ces différents pays. D'ailleurs, il y a une mission qui a courant donc premier trimestre 2018, une mission conjointe avec certains dirigeants africains pour voir les possibilités pouvant permettre aujourd'hui au continent africain de capter les investissements en ce qui concerne l'énergie renouvelable sur le continent. Alors, quels sont les atouts dont disposent les pays qui ont été élus? Alors, lorsqu'on prend un pays, par exemple, on prend un pays comme le Kenya, il y a déjà que le Kenya a développé des projets allant dans le sens de la géothermie, c'est la production de l'énergie à base donc de cette énergie renouvelable-là. Il y a aussi l'Éthiopie qui a présenté donc des projets dans ce sens. Il y a la Namibie qui a présenté donc des projets de production d'énergie à base donc d'éoliennes qui aujourd'hui a reçu le OK donc des partenaires techniques et financiers. Je le citais tantôt, il y a le Maroc et l'Algérie qui développent aussi des aptitudes dans la production d'énergie renouvelable au niveau donc au niveau des partenaires techniques et financiers. On peut citer la RDC, la République donc démocratique du Congo, la Guinée et bien d'autres pays, le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et même des petits pays comme le Togo aujourd'hui sont en train de mûrir donc leurs projets pour véritablement impacter les partenaires techniques et financiers afin que véritablement quelque chose soit apporté à la nature, quelque chose soit apporté donc à la gestion des hommes sur la nature pour que véritablement on ne puisse plus assister à la dégradation sauvage de l'environnement par ici en Afrique. Et donc ces pays-là présentent beaucoup plus d'atouts naturels. Au-delà de ça, c'est également la volonté politique car, il faut le dire, certains pays ne présentent pas trop de projets, ne présentent pas une volonté politique et donc ces pays ne sont pas aujourd'hui accompagnés non seulement par la COP, mais aussi par les partenaires qui désormais s'engagent sur le continent. Qu'en est-il des autres pays que vous n'avez pas cités? Les autres pays tels que par exemple le Niger, le Bénin, tels que également des pays beaucoup plus du nord du Sahara ne présentent pas des atouts et ici il s'agit à chaque dirigeant de pouvoir, à chaque État d'élaborer des projets. Alors ces pays, environ 28 au total, qui aujourd'hui ne manifestent pas l'envie d'aller vers les énergies renouvelables, ne reçoivent pas les partenaires techniques et financiers. J'ose bien croire que l'élan pris par les 26 autres pourra donc désormais permettre à ces 28 pays qui sont indécis pour le moment véritablement d'élaborer des projets, programmes pour permettre donc aux partenaires techniques et financiers de les accompagner dans ce qu'il faut appeler désormais les sources de financement sur le continent africain. Merci beaucoup Kazmi Kouidior, merci pour toutes ces explications. On va se donner rendez-vous au prochain numéro du Journal de l'économie. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, à vous aussi, je donne rendez-vous vendredi prochain dans un nouveau numéro.